Eh bien, bonsoir, bienvenue à Orbimob. Bonsoir, bonjour. Nous allons parler mobilité rurale, mobilité en zone rurale, une première petite mini-conférence d'Orbimob, de cette journée Orbimob au grand public. Merci d'être présente. Bonjour. Je m'appelle Damien Caillard, je suis journaliste indépendant. J'anime un média sur la transition écologique dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle Tychographie. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Blandine et Sylvie. Bonjour. Voilà. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter en deux mots et on va parler de la problématique qui n'est pas forcément un problème, mais il y a quand même des solutions à apporter, de la voiture en zone rurale, dans la campagne. Voilà. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est absolument nécessaire? Alors la réponse est globalement oui, mais on va voir qu'il y a quand même des moyens d'optimiser pour ne pas forcément en dépendre à 100% à condition que tout le monde y ait accès. Un petit mot sur vous. Qui veut commencer? Blandine? Alors, je m'appelle Blandine Chazelle. J'habite du côté de Noiretal, Viscontat, dans la Haut-Forêt ou Forez, suivant du côté où on se trouve. Et je suis aujourd'hui ici comme coprésidente de l'association Les Monts qui pétillent, une association qui cherche à rêver et créer notre territoire de demain avec tous les habitants au sens large, que ce soit élus, habitants, citoyens, chercheurs, entreprises, etc. Et notamment un angle sur la mobilité. Effectivement, un des axes thématiques sur lesquels nous travaillons est effectivement la mobilité, enfin les mobilités, qui s'avère être un sujet transverse à l'ensemble des sujets que l'on peut explorer par ailleurs, qui peuvent être l'alimentation, le soin, l'éducation, etc. Merci. Donc effectivement, la mobilité est un sujet transverse. C'est aussi ton approche, Sylvie? Oui, donc moi je suis Sylvie Ohanessian. Je travaille à l'association des Tours, pour laquelle je travaille plus particulièrement sur les questions de mobilité, qui sont un frein repéré pour l'insertion des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc j'habite aussi en campagne, dans le Livradois, à Quinghat. C'est une question qui est vraiment importante, la mobilité pour l'emploi, mais en fait pour tous les aspects de la vie quotidienne. Et donc c'est pour ça que c'est traité au niveau de l'association des Tours, qui travaille vraiment pour le retour à l'emploi des personnes en difficulté. Ok, donc on peut rebondir sur ce sujet peut-être pour commencer, c'est-à-dire l'usage de la voiture pour l'accès à l'emploi. Comment, si on fait une photographie un peu de cet usage aujourd'hui, mettons sur le Puy-de-Dôme, en zone rurale en tout cas, comment ça se passe? Alors, au niveau de l'accès à l'emploi, bien, la voiture en zone rurale est importante. C'est le frein principal d'accès à l'emploi, puisqu'à peu près 90% des personnes que nous accompagnons, donc on est quand même employeur d'une centaine de salariés sur le territoire, ont des difficultés de mobilité. Et c'est pour ça qu'on a essayé de répondre à ces enjeux-là par la création, par exemple, d'un garage solidaire il y a déjà une vingtaine d'années, pour que les personnes en difficulté puissent quand même entretenir leur véhicule dans un état satisfaisant pour pouvoir continuer à se déplacer sur le territoire. Et petit à petit, on a capitalisé sur toutes ces expériences pour pouvoir créer la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme en 2009 avec d'autres associations du territoire, enfin du département, pour amener des solutions de mobilité à toutes les personnes en difficulté sur le territoire du Puy-de-Dôme. D'accord. Blandine, sur le territoire de la montagne quirnoise, est-ce que, à travers les Monts qui pétillent, tu as analysé la manière dont les gens utilisaient la voiture, pour quels usages, et notamment le lien avec l'emploi peut-être? Alors effectivement, on a réalisé une enquête qui s'est appuyée sur des documents fournis par la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme autour des écomobilités. On a investigué de ce côté-là et donc on a questionné les personnes sur pourquoi ils se déplaçaient et comment ils se déplaçaient. Et il s'avère qu'ils se déplacent aussi bien comme un peu tout le monde, pour aller à l'école, pour aller chercher des soins, pour la culture, pour l'emploi, effectivement, pour aussi aller rencontrer la famille. Et ce qui ressort de cette enquête où plus de 200 personnes ont répondu et qui était quand même une enquête assez cossue, donc ça montre quand même l'intérêt aussi du public pour répondre à ce genre de sujet.
suivant les raisons de se déplacer, entre 70 et 85% des personnes utilisent de façon prédominante la voiture. C'est la voiture qui ressort. Et quand on regarde le sujet de l'emploi, en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que pour les personnes qui habitent dans le secteur de la montagne, une partie a des emplois à proximité, on va dire 10-20 km, mais beaucoup parcourent plus de 50 km pour accéder à un emploi. Et dans ces cas-là, il y a la voiture. Et ce qui ressort aussi de l'enquête, c'est que beaucoup ont commencé à utiliser d'autres modes, que ce soit le vélo, le train, etc. Mais que c'est souvent occasionnel. C'est plus rare que ce soit fréquent, sauf pour des grandes distances où là, on voit que certaines personnes, par exemple, utilisent le train. D'accord, donc est-ce que vous êtes toutes les deux d'accord sur le fait de dire à la campagne, la voiture est quand même absolument nécessaire dans à peu près tous les cas, même si c'est pour relier des distances courtes ou justement ça, ou est-ce que ça c'est une croyance sur laquelle il faut travailler pour la faire évoluer? Alors aujourd'hui, effectivement, la voiture, elle s'est imposée sur les territoires ruraux. Sur Thiers et Ambert, les chiffres de l'INSEE montrent que 90% des ménages sont équipés en voiture parce que elle est devenue nécessaire pour l'ensemble des démarches de la vie quotidienne. Néanmoins, ce qu'on peut aussi voir, c'est que la majorité des petits trajets sont à moins de 10 km et qu'en tout cas, à moins de 10 km de son habitat, on peut relier des grands axes, des départementales qui sont très circulantes. Et peut-être qu'on peut réfléchir à mettre en place une infrastructure, un accompagnement pour que ces 10 km puissent se faire autrement qu'en voiture et peut-être délester les ménages d'une voiture. Ce qui diviserait parfois par deux l'utilisation de cette voiture. Mais ça demande vraiment des aménagements, puisqu'aujourd'hui, je fais partie de la commission mobilité de la commune de Quinghat, et ce qui était ressorti de nos échanges avec les habitants, c'est que les routes étaient par exemple très peu sécurisées et vraiment faites pour la voiture et les camions, puisqu'il y a des grumiers qui passent, etc. Et que l'utilisation du vélo ou la marche à pied pour emmener ses enfants à l'école n'était pas sécurisée et était difficile. Donc au niveau de cette commission, par exemple, on a recherché les chemins qui permettaient de relier les villages au centre-bourg pour pouvoir ensuite en faire la promotion et que ces 2-3 km qui nous séparent de l'école, de la pharmacie, du médecin, etc., puissent se faire à pied ou en vélo, mais de manière sécurisée. Voilà. Peut-être en complément, donc toujours dans la même enquête que nous avions réalisée, on questionnait les personnes sur justement, est-ce qu'ils pourraient changer de pratique et qu'est-ce qui ferait qu'ils changeraient de pratique. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a une bonne partie des personnes qui ont envie de changer de pratique. Le moteur principal de cette envie, c'est quand même la prise de conscience sur l'impact que ça a au niveau climatique. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il manque en fait des choses fondamentales pour eux pour réussir à changer de pratique. Par exemple, si on prend la marche, il signifie que c'est possible pour certaines distances d'utiliser la marche. Toutefois, aujourd'hui, ils ne se sentent pas en mesure de le faire parce que ce n'est pas assez sécurisé. Ils ne se sentent pas en sécurité. Et c'est vrai que si on pratique quelques parcours, les trottoirs n'existent pas. C'est assez... on pourrait dire, quand on commence à s'intéresser au sujet, on pourrait dire c'est assez bateau, mais c'est une réalité encore. Et puis ce qui ressort, les deux éléments majeurs qui ressortaient en termes de facilitation à changer de pratique, c'est avoir de l'info. Un travail que nous on a fait dans l'asso, c'est de recenser tout ce qui existait et en fait on s'est rendu compte que d'autres acteurs étaient déjà aussi dans cette démarche et que toute cette info en fait est difficilement accessible
est de fait mal connu. Et donc tout ce qui est fait en termes d'efforts, d'initiatives, que ce soit des institutionnels, des associations, etc., est extrêmement mal connu. Et donc c'est déjà le premier frein qui fait que la voiture reste indispensable parce qu'ils n'ont pas conscience et connaissance de tout ce qu'il y a. Et quand on fait la démarche d'aller chercher l'info, franchement, c'est pas facile. Et le deuxième levier majeur qui faciliterait ça, le passage à d'autres pratiques, c'est, ça semble basique comme truc, mais c'est d'avoir en fait des solutions alternatives. Si on prend le cas des transports collectifs, qui est un des sujets qui est mentionné, y compris en territoire rural, comme une alternative souhaitable, c'est très peu développé. Voilà. C'est les deux éléments qui ressortent. D'accord, donc quand on parlait de la première alternative donc des mobilités douces pour les déplacements courts, on va dire voilà, moins d'une poignée de kilomètres autour de chez soi. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ville, mais ça peut être aussi pertinent, bien sûr, à la campagne. Moi, je comprends qu'il y a une question aussi d'infrastructure, donc de sécurisation, de continuité des trottoirs, des axes, de lisibilité. Est-ce que vous pensez à une commune ou un acteur public dans le Puy-de-Dôme ou ailleurs qui est justement un petit peu exemplaire là-dessus, qui sera un bon exemple à suivre dans la facilitation de ces petits trajets? Joker. Alors, moi, je sache, hier, j'étais à l'atelier de conclusion d'Orbimob et il y avait l'exemple de Vichy, mais Vichy, c'est déjà une grande ville qui est donnée et où il y a eu un vrai travail urbanistique qui a été fait sur la place du Piéton, mais depuis des années. Et sinon, moi, j'ai pas d'exemple. Il y a le travail de Quinja qui est fait autour justement de la place du Piéton et des chemins qui sont faits. C'est les seuls cas que je connaisse. Et après, si je peux rebondir, c'est qu'au niveau des tours, on s'est posé cette question-là. Et du coup, on a imaginé de pouvoir créer des box de stationnement vélo, puisque c'était un constat des personnes qui utilisent déjà le vélo, de se dire, en fait, on pourrait rallier les villages ou le bourg aux grands axes en vélo. Mais quid du vélo une fois d'arriver sur les grands axes. Donc du coup, on a proposé un projet de box à vélo avec des vélos sortis d'ébène, notamment celle du guidon dans la tête, pour pouvoir faire des stationnements vélos sécurisés qu'on puisse mettre sur les aires de covoiturage. À la campagne dans un premier temps, et ce qui permettrait en fait que les gens puissent relier les grands axes, stationner leur vélo assistance électrique parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, et puissent ensuite bénéficier des covoiturages sur les grands axes qui traversent les monts du Livradois. Et du coup, ce projet a été plébiscité. On a été lauréat dans le cadre du budget écologique citoyen. Donc, c'était vraiment un vote des citoyens en disant oui, cette solution nous paraît possible et intéressante. Donc, l'ALERA devrait être équipée dès qu'on pourra. Donc, c'est une aire de stationnement de covoiturage qui est au-dessus de Quinja, mais qui est pas loin du bourg d'Ozelle aussi. Donc, on pourrait imaginer que ça soit déployé et que ça soit une solution du dernier kilomètre et une solution vertueuse, puisqu'en fait, c'est des personnes en insertion, des salariés de l'ESAT de Quinja, des architectes de Quinja qui sont autour de ce projet. Et donc, voilà. Peut-être, en écoutant, il y a un exemple là, qui m'est venu en tête, c'est le travail qui est fait aujourd'hui par le parc national régional du Livradois-Forêt, justement autour de la place du vélo, et tout un travail autour de la vallée de l'Ador, le long justement de la vallée de l'Ador, et un aménagement cyclable le long de la vallée de l'Ador. D'accord, à mettre aussi peut-être en miroir d'un aménagement le long de l'Allier. Alors là, on est peut-être un peu plus en périurbain. Il y a la voie verte qui est faite le long de l'Allier et dont le but aussi est de pouvoir relier en mobilité douce différentes villes. Mais là, on sort un petit peu du rural, on est plus proche de Clermont. Je ferme la parenthèse. J'aimerais qu'on parle donc d'une autre alternative que vous avez évoquée. Donc on a parlé des mobilités douces. Les transports en commun, est-ce qu'on peut imaginer un système de transport en commun un peu différent de ce qui existe aujourd'hui, puisque le train, on voit que ça a plutôt tendance à se retirer
vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, voilà, de certaines zones. Les bus, la fréquence ou les réseaux ne sont pas forcément idéaux. Est-ce qu'on peut avoir une autre approche, et comment ? Alors, le covoiturage, c'est quand même une socialisation de la voiture et c'est du micro-collectif finalement. Donc, de favoriser ces solutions-là, donc il y a Covoiturage Auvergne qui permet de mettre en ligne nos trajets réguliers et qui est intéressant. Donc, ils sont en lien avec Movici, la plateforme de covoiturage de la région Auvergne. Donc ça, c'est déjà une première piste. À savoir que si ces grands axes étaient utilisés de manière pertinente au niveau du micro-collectif, peut-être qu'ils pourraient être équipés de transports en commun plus intéressants, enfin plus larges, s'il y avait plus d'utilisateurs. Et pour ma part, nous sur le territoire où on intervient, sur une partie, donc côté Puy-de-Dôme, on est sur le territoire de Thiers-d'Or et Montagne, Interco, et sur laquelle il y a un syndicat mixte de transport qui s'est constitué en début d'année 2020, le SMTUT. Et aujourd'hui, il travaille sur les transports, notamment les transports collectifs. On a la ville de Thiers sur laquelle il travaille et autour, et il cherche à justement constituer des transports collectifs plus largement. Aujourd'hui, on est sur un démarrage de ce syndicat mixte, donc ils ne sont pas très avancés dans la partie rurale. Toutefois, ils proposent déjà du transport à la demande, par exemple. Et en fait, on travaille avec eux justement pour se dire qu'est-ce qu'il y a quels sont les besoins, quels sont les usages possibles aussi quand on est dans des territoires moins denses, on va dire, encore que Thiers, pour imaginer des nouvelles solutions. Et en tout cas, dans notre imaginaire à ce jour, le transport collectif n'est pas mort, le train n'est pas mort, il y a encore une place pour ceci. Il y a quand même des choses qui sont à revisiter à travers vraiment les usages, de se réintéresser aux usages et d'aller au contact de la population pour aussi nourrir en fait qu'est-ce que ce serait de ne pas avoir de voiture, parce qu'aujourd'hui en fait il n'y a même pas l'autorisation à penser sans celle-ci, parce qu'elle est vraiment indispensable, elle s'impose à nous. Moi je fais l'exercice, pour moi déjà à mon niveau. Aujourd'hui elle s'impose à moi, j'arrive pas à m'en défaire vraiment. Et donc un travail avec les personnes. Sur le territoire où je vis, il y a le collectif Train 63 42 69 qui s'est constitué autour de la remise en circulation du tronçon entre Thiers et Boin. Et à travers leur travail, ils en parlaient jeudi aussi lors de la table ronde de l'après-midi sur Orbimob, qu'au fur et à mesure des rencontres, en fait, les gens, au début, ils se disaient « Ah non ». 90% disaient « Non, mais je vois pas du tout, chez nous, c'est pas adapté ». Et aujourd'hui, un an après, en fait, 90% disent « Ah ouais, pourquoi pas, j'ai pensé à ça, etc. » Donc, on voit déjà qu'il y a des choses qui bougent, parce qu'en fait, on n'est pas quand même... Il n'y a pas 0 habitant. On est quand même avec de la population. Et le travail qui est fait, c'est quand on pourrait considérer ce train qui relie des communes plutôt éloignées, plus ou moins éloignées. D'ailleurs, on pourrait parler des distances. Ça pourrait être considéré comme une colonne vertébrale vers laquelle d'autres... on rabat, c'est le sujet du dernier kilomètre, qui est un sujet assez récurrent. Mais comment on rabat vers des lignes comme ça ? Et justement, ça permet d'avoir du flux. Et là, des transports collectifs deviennent pertinents. Et la réciproque, comment en fait ces transports-là rabattent vers d'autres modes pour venir irriguer le territoire. Et c'est vrai que là, on est à un endroit où ça sort purement de la techno et ça va travailler sur comment on fait société, comment on fait nos territoires collectivement. D'accord, donc la volonté nationale de reconquérir un peu les petites lignes de train, entre guillemets, c'est un espoir qu'on peut avoir du coup pour les années à venir, ou ça reste encore... Je te provoque. Ah ouais. En tout cas, dans Homo qui pétille, on part du désir des habitants. Notre moteur et notre point de départ, et ce qui guide, c'est le désir. Et à dire vrai, il y a l'État qui a des plans de relance autour des petites lignes, c'est un fait. Et quand on discute avec les gens, il y a ce désir aussi de train. Donc on n'est pas...
pour moi, ça a du sens du coup de dire comment ça se rejoint. Et il y a de l'ouverture aussi à se dire est-ce que c'est des trains comme on les imagine, comme on les voyait il y a 50 ans, comme on les voit aujourd'hui, ou est-ce qu'on les voit autrement? Après, on voit bien, il y a l'acteur Ray Kopp qui rentre aussi qui renourrit ces imaginaires-là, qui redonne des autorisations à se dire ah oui, tiens, on pourrait penser des choses. Donc oui, il y a de la place. Parce que la liaison en train, c'est une valeur quand même spéciale pour le territoire. Tu me le disais l'autre jour, c'est un territoire qui est relié par le train, il est relié au monde, c'est un petit peu ça. Oui. Bah, moi, Je trouvais que c'était une belle oui. formule. Alors, quand je t'en ai parlé, c'est que quand je suis venue vivre sur le territoire où je vis, j'habite pas très loin de la gare de Noir-Étable et j'ai vécu l'arrêt des circulations sur la ligne. Et que pour moi, j'étais venue aussi venir sur ce territoire-là parce que par le fait d'avoir une gare, moi j'étais reliée au monde et le monde était relié à moi. Et du coup, ça avait une valeur d'assurance et de sécurisation. Et en fait, quand ça s'est arrêté, j'ai vécu en fait cette coupure-là. Et j'ai prolongé en disant que si on regarde la Constitution des droits de l'homme, se déplacer est un des droits fondamentaux. Après, on peut y avoir plein de façons de l'exercer. Et si on remonte dans l'histoire du chemin de fer, ça a été un moyen de développer les territoires par la mise en place des gares. Deauville ne serait pas Deauville si le train n'allait pas à Deauville, par exemple. Alors, il y a justement, se déplacer, il y a peut-être un moyen qui est un peu plus facile techniquement à mettre en place, qui est le bus. On n'en a pas trop parlé. Donc, il y a évidemment des bus en zone rurale, mais là aussi, vis-à-vis notamment des compétences des collectivités, peut-être des enjeux financiers, même si c'est quand même moins lourd que le train. Est-ce qu'il y a une marge de progrès, selon vous ? Oui, il y a une marge de progrès, puisqu'on part presque de pas grand-chose. Puisque, pour parler du territoire du Livradois-Forez, on a une ligne qui relie Arlan-Ambert à Clermont le matin, une à 11h, et puis un retour le soir, de Clermont, mais il faut être à l'arrêt vers 17h30 en gare routière, donc ce qui n'est pas très facile, et puis on arrive très tard le soir. Mais néanmoins, cette ligne existe et permet quand même aux gens de descendre. Mais il y a le rabattement pour aller jusqu'à Ambert, puisqu'il y a certains villages qui sont à plus d'une demi-heure de voiture d'Ambert. Donc il faut déjà un premier pas. Après, effectivement, on n'a pas abordé la loi d'orientation des mobilités qui doit permettre la mobilité pour tous, sur tous les territoires, sur les déplacements domicile-travail particulièrement. Et du coup, les communautés de communes ont pu, si elles le souhaitaient, prendre la compétence mobilité ou pas. Et elles se sont prononcées au 30 mars de l'année en cours. Donc effectivement, maintenant, on est un peu sur une phase de transition. Quels vont être les aménagements mis en place? Alors, Tiers d'Or et Montagne a son syndicat, donc le SMTUD, qui permet de réfléchir aujourd'hui directement sur les besoins du territoire et les solutions à mettre en place. Et il y en a déjà beaucoup qui ont été mises en place. Ambert Livradois-Forez a fait plutôt le choix de retourner cette compétence à la région. Mais néanmoins, il va se passer des choses. Il y a des réflexions en cours pour le bus qui pourrait relier Ambert à Saint-Étienne. Enfin, il y a d'autres réflexions. Excusez-moi. Donc, un quart. Merci pour cette précision. Excusez-moi. Oui, pardon. Parce qu'on n'entendait pas sans le micro, monsieur a précisé qu'un bus, c'est à l'intérieur d'une ville. Et pour relier deux villes entre elles, il s'agit d'un quart, effectivement. Merci. Donc voilà. Donc c'était par rapport à... En fait, tout va se mettre en place. Il y a des choses des réflexions qui vont se mettre en place, mais tout est en réflexion aujourd'hui. D'accord. Et peut-être, il nous reste 5 minutes, un dernier mot sur une autre logique, si on renverse un petit peu le paradigme, qui est la démobilité, c'est-à-dire le fait finalement d'essayer de rapprocher certains services des habitants pour qu'ils aient moins de déplacements à faire sur le travail, sur des espaces de travail partagés, aussi sur des commerces par exemple. Comment ça se passe aujourd'hui dans les zones que vous connaissez ? Alors, quand on mène la réflexion, quand on se parle vraiment des mobilités, et assez vite, on arrive au sujet des
des mobilités en un seul mot, voilà, et la logique de mobilité inversée. Bon, après, c'est des concepts, hein, mais on y vient assez vite, effectivement, quand on se dit pourquoi est-ce que je me déplace. Et effectivement, donc ça fait partie. Conjointement, enfin nous en tout cas dans les actions que l'on mène, conjointement il y a des choses qui émergent autour d'aménager les chemins, faciliter l'accès au vélo, etc. Et aussi la mise en place de lieux qui permettent des activités partagées. On a appelé ça comme ça à ce jour, parce que ça peut être du travail, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être des lieux de culture, des lieux... C'est ce qu'on appelle des tiers-lieux ou oui, c'est pas vraiment oui. ça, Après, en fait, dans tiers-lieux, il y a tellement tout que c'est parfois un peu trop fourre-tout. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects, effectivement. Et puis, alors il y a la logique, effectivement, de travailler en itinérance. Donc nous, dans l'association, on a choisi de travailler en itinérance, par exemple. On est toujours dans des lieux différents parce qu'effectivement, ce que l'on constate, c'est que les personnes viennent beaucoup plus au contact si on va à leur contact. C'est basique, hein. Et donc, quand nos actions, on va dans les villages, les personnes viennent. Alors que si on le fait dans le village d'à côté, il y en aura. Je ne dis pas que les gens ils sont sectaires et qu'ils restent chez eux, mais ils viendront plus difficilement. Donc, c'est un principe qui peut aussi être effectivement envisagé pour les commerces. À dire vrai, ça existe déjà. Il y a des choses qui pourraient s'amplifier. Et puis, il peut y avoir effectivement des réinstallations de commerces. Mais on est sur des sujets qui ne sont pas si évident parce qu'on reste sur des sujets où les populations restent peu denses et où en fait ça vient travailler à plusieurs niveaux. Et donc les modèles économiques après de ces installations-là ne sont pas si évidentes. Et souvent on est plutôt sur des modèles hybrides où on vient combiner plusieurs choses. Donc il faut un peu de temps, mais effectivement ça s'active et c'est déjà actif à certains endroits. Peut-être un truc qui me vient, justement quand on a échangé autour de ça, une des idées qui était de se dire, quand on a, par exemple, on organise un système de transport qui permet à des gens d'arriver à un endroit, sur une place, dans un quartier, dans un hameau, organiser aussi pour que les services récurrents dont les personnes ont besoin puissent être présents sur le même temps. Et du coup, avoir une coordination à la fois des personnes qui se déplacent, mais aussi des services qu'on pourrait trouver à cet endroit-là. Ce qui n'est pas fait en réalité à ce jour. Donc une question de coordination et d'information des gens aussi. Sylvie ? Eh bien aussi, je voulais parler un peu dans cette loi LOM, il y a effectivement l'histoire des communautés de communes qui prennent cette compétence, mais il y a aussi la responsabilité au niveau des entreprises de pouvoir s'organiser des plans de déplacement pour faciliter les déplacements des salariés. Et ça, c'est aussi un enjeu pour les territoires ruraux. Il faudrait effectivement, il y a ce besoin que les transports collectifs ou cette socialisation de la voiture puisse se faire déjà entre les salariés eux-mêmes, ce qui facilite aussi les recrutements des entreprises sur nos territoires. Ce qui faciliterait les recrutements des entreprises sur les territoires si certains services commençaient à la même heure dans plusieurs entreprises, ça permet de réfléchir à mettre en place des transports plus collectifs ou alors du covoiturage. Mais ça, du coup, c'est vraiment à l'entreprise de donner ses besoins et après de voir comment c'est possible d'y répondre. Voilà. Est-ce que l'acteur public peut être un facilitateur là-dessus ? Tout à fait. Oui. C'est à la place des collectivités d'impulser tous ces changements finalement. Si on prend l'exemple du SM-TUT qui est vraiment chouette, moi je trouve, sur là où on vit et qui nous donne aussi de l'espoir dans un certain sens, c'est qu'ils ont pris effectivement la compétence sur les transports collectifs et les mobilités actives, douces et actives, et ils mènent justement ce travail-là de plan de déplacement. Et ce qui est plutôt pertinent, c'est que derrière, ça leur permet d'avoir une vision un peu plus globale, un peu plus systémique de qu'est-ce qui se passe sur le territoire, et du coup d'avoir des propositions qui pourront aussi aller dans ce sens. Et des propositions inclusives, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de voiture ou qui souhaitent ne plus avoir de voiture, parce qu'une voiture ça coûte cher dans un budget, on estime ça entre 4 500 et 6 000 euros par an. Du coup, ça serait intéressant
que ça soit mis en place pour que tout le monde puisse accéder à l'entreprise, même les gens qui ont des petits revenus ou pas de revenus, et ça faciliterait effectivement les recrutements dans les entreprises. Ok, 11h30, on va s'arrêter là. Peut-être, je crois qu'on a encore juste 5 minutes. Non, pour quelques questions, oui. Je vous passe mon micro, que ça soit bien enregistré. Merci. Oui, je voulais un peu vous questionner sur savoir si vous connaissez des initiatives qui existent comme sur la commune de Billon, avec l'initiative d'une jeune association qui s'appelle Altostop et qui organise donc une forme de mobilité qui répond pas mal aux problématiques que vous avez posées là, à savoir que la voiture, elle roule, elle existe partout, elle roule parfois, souvent avec une personne à l'intérieur. Et le covoiturage, par ailleurs, est une solution qui existe, mais qui est parfois un peu compliquée à organiser, parce que ça demande de s'y prendre à l'avance, de s'inscrire sur le site, de prévoir à l'avance, etc. Et l'initiative donc, que propose Altostop, c'est justement de répondre avec une solution de mise en place d'arrêts identifiés en collaboration avec l'espace public, et de proposer donc que la voiture qui passe puisse embarquer des gens qui sont demandeurs. Et ça vient pas du tout à l'encontre d'autres solutions, ça vient en complément. C'est une solution qui est très peu coûteuse et qui répond parfaitement aux problématiques dont vous avez parlé. Il n'est pas numérique, c'est ça? Alors, oui, là, la solution proposée par Altostop est une solution hors numérique. Il y a des solutions dans le sud-ouest de la France qui marchent très bien, qui s'appelle Réseau Pouce, qui est basée, elle, sur le numérique et qui permet d'avoir une solution, on va dire, de stop moderne qui soit sécurisée pour tout le monde, autant pour les automobilistes qui prennent les autostoppeurs que pour les autostoppeurs eux-mêmes. Alors si je peux répondre, au niveau du coup de la commission citoyenne de la commune de Quinghat, on a réfléchi effectivement à pouvoir faire ces zones sur la commune afin de relier les grands axes. Et puis il y a aussi la SIC des sports sur Saint-Amand-Roche-Savine qui réfléchit à faire des cafés stop. Donc de pouvoir proposer effectivement de l'autostop un petit peu sans numérique. Voilà, les gens se mettent autour du panneau et puis peuvent aller rabattre sur Ambert ou sur Billon et puis après prendre le dispositif qui est présent sur Billon. Donc effectivement, il y a des réflexions sur le territoire qui vont en ce sens. Après, c'est effectivement les infrastructures, comment les positionner ou quelles autorisations. Donc on en est là de ces réflexions sur notre territoire. Voilà. Alors très courte, et avec une réponse très courte, c'est ça. Ça concerne les transports en commun. Moi j'ai connu une époque à Quinghat où il y avait les transports en commun qui étaient assez répandus et en fait ils avaient optimisé les transports en commun en transportant de la marchandise en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, parce qu'on se voit bien qu'il y a du e-commerce qui se développe et beaucoup de véhicules qui ne transportent pas grand-chose et qui pourraient peut-être optimiser ce transport en commun? Alors oui, enfin, on peut dire que oui, en fait, si on fait une réponse vraiment rapide. Ça fait partie des choses qui sont dites. Effectivement, là, on a beaucoup parlé des transports de personnes, mais il y a effectivement le sujet de transport des marchandises. C'est un des sujets, d'ailleurs, qui ressort aussi quand on discute avec des producteurs sur comment est-ce que leur production peut atteindre leur destinataire. Et ça fait partie des réflexions de comment on mutualise, donc comment on mutualise des flux pour créer des flux de marchandises, mais comment on pourrait aller jusqu'à mutualiser des flux pour avoir des flux et de marchandises et de personnes. Et c'est vrai qu'il y a sur des sujets, en fait, il y a des expériences passées qui pourraient être complètement revisitées. Et qui ne sont pas si passées que ça, puisque c'est ce qu'on se disait en aparté au démarrage, que les commerces de Quinghat, notamment, allaient dans les villages pour aller avec un camion pour le pain, la viande et l'épicerie, et que ça a plus, ça fait pas si longtemps que ça s'est arrêté, quoi. Donc effectivement, c'est des réflexions. Et puis je vois qu'il y a plein de marchands ambulants là en présentation. Donc c'est des réflexions qui sont à remener. Bon, merci beaucoup Blandine, merci Sylvie. On va s'arrêter là. Voilà, les applaudir. Merci pour vos interventions.
Et donc, on cède la parole à notre hôte, Orbimob. Et merci pour l'organisation aussi. Donc, tout ça est filmé et voilà. Vous l'aurez de toute façon en retour numérique par la suite.